Pour cette nouvelle édition, tout de suite les titres. À la une, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf poursuit sa tournée africaine et s'est entretenu jeudi avec son homologue nigérian à Abuja. Six nouveaux pays membres au sein des BRICS. 14 ans après sa création, le bloc procède à un élargissement. Nouvelle escalade en Palestine occupée. 32 Palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste dans plusieurs gouvernorats. Un homme au destin complexe, Vladimir Poutine salue la contribution d'Evgeny Prigojine, le patron de Wagner. Il a présenté ce soir ses condoléances aux proches des victimes du crash en direct à la télévision d'État. Bonsoir à tous. Chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf poursuit sa tournée africaine. Le chef de la diplomatie algérienne est arrivé mercredi soir à Abuja, où il a effectué des concertations avec son homologue nigérian Youssouf Tougar. Selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, les entretiens entre les deux parties ont porté sur les développements de la crise au Niger et les perspectives de renforcement des efforts visant à cristalliser une solution pacifique de nature à garantir le retour à l'ordre constitutionnel et à éviter au pays les risques imprévisibles d'une intervention militaire. L'Algérie appelle donc à la restauration immédiate du système constitutionnel démocratique et le retour de Mohamed Bazoum à la tête du pays. Dans un premier temps, je tiens à rappeler que ma visite en République fédérale du Nigeria est mandatée par le président de la République. Elle survient dans le cadre de l'approfondissement des consultations et la coordination entre l'Algérie et le Nigeria, en particulier à la lumière de la situation délicate que traverse notre région, au milieu des menaces qui guettent les pays et les peuples de nos frontières communes. L'Algérie, par le biais du chef de la diplomatie, se dit prête à apporter son aide et son insistance au Niger. Il est naturel que la crise au Niger soit au cœur de cette visite. Pour ce qui est des consultations que j'ai eues avec mon homologue nigérian, M. Youssouf Tougar, en prenant en compte tous les aspects de la crise, ses répercussions et ses conséquences dépassent de loin ce pays voisin. Pour chacun de nous et dans ce cadre, nous nous sommes entendus en particulier sur la nécessité de coordonner les efforts de nos pays respectifs, notamment l'initiative du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et son homologue Bola Tinubu, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, avec pour objectif impulser l'élan régional et international et encourager tout le monde à se réunir autour du processus politique pour régler la crise au Niger. De son côté, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Maghraman, chargé par le président Abdelmajid Tebboune, effectue à partir de ce jeudi une visite en République du Niger, intervenant dans le cadre des efforts déployés par l'Algérie pour contribuer à une solution pacifique à la crise dans ce pays. Le secrétaire général du ministère effectuera dans le cadre de cette visite une série de rencontres avec des personnalités et de hauts responsables du Niger. Et concernant la situation humanitaire dans ce pays, déstabilisé par le coup d'État du 26 juillet dernier, les aides d'urgence s'entassent au niveau des frontières terrestres du pays, notamment le Nigeria et le Bénin, à un moment où les sanctions régionales commencent à peser sur Niamey. Amin Touta. Entre un conflit politique complexe depuis le 26 juillet dernier et une crise humanitaire qui se profile, beaucoup de Nigériens attendent l'arrivée de l'aide d'urgence bloquée au niveau des frontières avec le Nigeria et le Bénin, en dépit des appels aux acteurs de la crise pour garantir l'accès au Niger aux travailleurs humanitaires et aux fournitures. On a bloqué ici à Malaville, ça fait 22 jours on est là, il n'y a pas marché, il n'y a rien ici. Vraiment, la dépense là, ça coûte plus de 10 000 francs chaque jour. Chaque camion, il y a combien de l'argent? Il n'y a rien, il n'y a rien. Vraiment, on a fatigué même.
Bon, maintenant, on ne sait pas à cause de CAO, on est là, ou bien à cause de problème de coup d'État du Niger, nous, on ne sait pas. Personne n'a pas venu ici, il a demandé qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous mangez, notre santé. Personne n'a pas venu nous demander. Nous, on ne sait pas, on nous a prendre otage ou bien quoi. Nous sommes des Africains, nous sommes des Nigériens, il y a des Béninois, il y a des Maliens ici. Devant une telle situation, des agences humanitaires de l'ONU ne cessent de plaider pour une aide internationale aux populations vulnérables déplacées à l'intérieur du pays. Un peu plus tôt dans la semaine, les mêmes instances ont avancé le chiffre de 2 millions d'enfants dans le besoin humanitaire. Un chiffre qui risque de s'amplifier avec l'augmentation des prix de denrées alimentaires. Après presque 4 mois du coup d'État, le Niger semble être dans une impasse politique avec des répercussions humanitaires sur la population et la région du Sahel. À ce propos et en marge du déroulement du sommet des BRICS, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l'invasion de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au Niger ne sera bénéfique pour personne et sera dévastatrice pour des milliers de personnes, ajoutant ne pas souhaiter ce genre de scénario aux Africains. Troisième et dernier jour du 15e sommet des BRICS en Afrique du Sud, un rendez-vous qui a vu la participation d'une 60aine de pays. Le président sud-africain et hôte de cet événement, Cyril Ramaphosa, avait déclaré un peu plus tôt que l'ensemble des membres du bloc soutenaient pleinement l'idée d'un élargissement. Et pour cause, 6 nouveaux pays membres ont été admis au sein du bloc, une première depuis la création de cette institution en 2009. Et pour pallier aux obstacles des échanges commerciaux en Afrique, le bloc BRICS souligne l'expansion de la nouvelle banque de développement par la voie de la technologie numérique. Nous avons 42 devises en Afrique et lorsque vous souhaitez faire du commerce à travers les régions et les frontières en Afrique, vous devez acheter une 3e devise. C'est un obstacle important. Nous avons introduit la technologie numérique, le système panafricain de paiement et de règlement pour faire en sorte que désormais quiconque fait du commerce en Afrique puisse commercer en monnaie locale. Et concernant la question sahraoui, les pays membres du groupe des BRICS ont souligné à Johannesburg la nécessité de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et aux résolutions de la légalité internationale. Le bloc avait déjà appelé le 26 avril dernier à une solution politique à même de garantir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui lors de la réunion préparatoire des vice-ministres des Affaires étrangères et des envoyés spéciaux des BRICS pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord tenus au Cap. Le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, s'est d'ailleurs exprimé justement au 15e sommet des BRICS d'Afrique du Sud cet après-midi, où il est revenu sur les souffrances du peuple sahraoui, et pas que, car le colon marocain continue de piller illégalement les ressources de ce territoire. La République arabe sahraoui s'adresse à vous pour vous exposer ces souffrances du XXIe siècle, de l'injustice flagrante, de la violation criante du droit international, d'un pillage continu de ses ressources naturelles et d'une ingérence honteuse de la part de parties internationales cherchant à imposer des mesures unilatérales injustes, y compris au niveau du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ce qui a empêché le peuple sahraoui d'exercer pleinement sa souveraineté sur son territoire. Un système multilatéral mondial est le seul moyen, selon Brahim Ghali, le président sahraoui, pour que les peuples colonisés et opprimés puissent aspirer à une justice. La République arabe sahraoui considère qu'un système multilatéral mondial répond aujourd'hui aux aspirations de l'humanité et qu'il doit être fondé sur la justice et la suprématie du droit international, qui consacre pleinement les droits des peuples à l'autodétermination, à l'indépendance et à la fin du colonialisme. Et toujours dans le contexte du déroulement du 15e sommet des BRICS, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré ce jeudi que les structures de gouvernance mondiale d'aujourd'hui reflètent le monde d'hier, ajoutant que pour que les institutions multilatérales soient universelles, elles devaient se réformer. On l'écoute.
Les structures de gouvernance mondiale d'aujourd'hui reflètent le monde d'hier. Elles ont été en grande partie créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que de nombreux pays africains étaient encore gouvernés par des puissances coloniales et n'étaient même pas à la table des négociations. Et cela est particulièrement le cas du Conseil de sécurité des Nations Unies et les institutions de Bretton Woods. Pour que les institutions multilatérales restent véritablement universelles, elles doivent se réformer pour refléter les pouvoirs et les réalités économiques d'aujourd'hui et non le pouvoir et réalités économiques de l'après-Seconde Guerre mondiale. Présidentielle au Zimbabwe, les Zimbabwéens continuent à voter ce jeudi dans certains bureaux, notamment dans la capitale, dans le cadre des élections générales, après des retards importants constatés la veille en raison de matériel de vote manquant. Ces retards ont contraint le président sortant Emmerson Mnangagwa à publier dans la soirée de mercredi une directive prolongeant le scrutin d'une journée supplémentaire. Le chiffre du jour, plus de 4,6 millions de personnes ont fui leur foyer au Soudan, en proie à un conflit depuis plus de 4 mois entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le nombre de personnes ayant fui à l'étranger les combats dépasse le million, tandis que celui des déplacés dans le pays avoisine les 3,6 millions de Soudanais. Au moins 32 Palestiniens de différentes villes ont été arrêtés ce jeudi par les forces de l'occupation sioniste, soit 15 Palestiniens du camp de réfugiés d'Al-Fawar dans le gouvernorat d'El Khalil, ainsi que 5 citoyens à Jenin, un à Naplouse et 3 dont un ex-prisonnier à Tolkaram. 5 autres Palestiniens ont été arrêtés, dont 3 à Eriha et 2 à Al-Quds occupé. Toutes ces arrestations ont été menées par les forces d'occupation après avoir attaqué, fouillé et dévasté les maisons familiales des détenus palestiniens. Et la mosquée Al-Aqsa a été de nouveau envahie ce jeudi par des dizaines de colons sionistes effectuant des tours dans ces esplanades du côté de la porte des Maghrébins sous haute protection policière. La mosquée sainte est témoin d'une série de violations quotidiennes et d'incursions de colons empêchant les Palestiniens de pratiquer leurs droits de culte. Et je vous le disais en titre, mort du chef du groupe militaire russe privé Wagner, Evgeny Prigojine, dans un crash d'avion. Le président russe Vladimir Poutine a salué la contribution à l'offensive en Ukraine du patron de Wagner. Après avoir présenté ses condoléances aux proches des victimes, le président Poutine a promis de mener jusqu'à bout l'enquête sur le crash mortel de son avion. Je connais Evgeny Prigojine depuis très longtemps, depuis le début des années 90. C'était un homme au destin complexe et il a commis de graves erreurs dans la vie. Il a obtenu des résultats dont il avait besoin à la fois pour lui-même et lorsque je lui demandais pour la cause commune comme ces derniers mois. C'était une personne talentueuse, un homme d'affaires talentueux. Il a travaillé non seulement dans notre pays et a travaillé avec des résultats, mais aussi à l'étranger, en Afrique en particulier. Il était impliqué dans le pétrole, le gaz, les métaux et les pierres précieuses là-bas. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Kiev n'est en aucun cas impliqué dans la mort d'Evgeny Prigojine. Tout d'abord, nous n'y sommes pour rien. Tout le monde réalise qu'il y a quelque chose à voir avec cela. Vous savez, lorsque l'Ukraine a demandé des avions aux pays du monde, nous n'avions pas cela en tête. Nous avions autre chose en tête. Nous avions besoin de soutien. Mais j'avoue que sa mort nous aiderait. Moscou et Kiev continuent d'échanger des assauts. La défense russe a indiqué avoir intercepté plusieurs attaques de drones. 2 appareils ont été détruits au-dessus de la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine, et un autre dans la région de Kalouga. Selon la même source, un obus ukrainien a ciblé la région de Donetsk et le gouvernorat de Belgorod a rapporté le décès de 3 civils, alors que Moscou a une nouvelle fois été ciblé par des drones abattus par l'armée russe.
Et puis la Chine a de nouveau exprimé sa ferme opposition et condamné la décision du Japon de commencer à rejeter dans l'océan Pacifique l'eau radioactive traitée de la centrale nucléaire de Fukushima. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que l'élimination de l'eau contaminée constituait une question majeure de sécurité nucléaire ayant des implications transfrontalières et qu'elle n'était en aucun cas une affaire privée du Japon. Depuis que l'humanité a commencé à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, il n'y a eu aucun précédent de rejet d'eau polluée par l'homme dans l'océan et il n'existe aucune norme d'élimination acceptée. Il y a 12 ans, l'accident nucléaire de Fukushima était un événement majeur, catastrophe qui a déjà provoqué une fuite de grandes quantités de substances radioactives dans l'océan. Si le Japon choisit de déverser l'eau juste pour servir ses intérêts égoïstes, il pourrait y avoir un désastre secondaire d'origine humaine pour la population locale et le monde entier. Et de son côté, le Premier ministre japonais Fumio Kishida appelle la Chine à lever immédiatement l'interdiction d'importer des fruits de mer japonais. On écoute. Nous avons demandé à la Chine de lever immédiatement l'interdiction d'importer sur les produits aquatiques en provenance du Japon par la voie diplomatique. Nous exhortons fortement le gouvernement chinois à engager des experts dans un débat scientifique sur les effets du rejet d'eau de Fukushima. Le gouvernement japonais prendra toutes les mesures possibles, y compris l'utilisation des fonds et des compensations, afin que les entreprises de pêche ne souffrent pas du rejet d'eau traitée, ce qui pourrait nuire à leur réputation. C'est donc ce jeudi que le déversement en mer des eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon a commencé. Ce premier rejet devrait durer environ 17 jours et porter sur quelques 7800 mètres cubes d'eau. Une initiative qui n'est pas du goût de plusieurs militants pour l'environnement. Cette fois, les actions du Japon en rejetant de l'eau contaminée sont tout à fait irresponsables, illégales et immorales. Tout le monde peut le constater maintenant et personne ne peut prouver que les déchets et matériaux nucléaires jetés sont totalement dangereux. Bien sûr, l'ambiance est mauvaise aujourd'hui parce qu'ils ont dit qu'ils commenceraient à rejeter les eaux usées nucléaires. Beaucoup de nos amis travaillant dans des industries connexes sont confrontés au chômage ou à de nombreux problèmes à cause de cela. En fait, les fruits de mer, l'industrie, y compris la pêche, est également importante à Hong Kong. Les résidents sont un peu en panique. Car lorsque les eaux usées nucléaires seront rejetées dans l'océan, il faut savoir que l'eau de mer ne restera pas immobile. Elle s'écoulera donc vers l'Atlantique et le Pacifique. Même les pêcheurs locaux au Japon qui vont pêcher, ainsi que l'écosystème marin, seront affectés dans une certaine mesure, représentant un danger réel. En fait, leurs actions, les actions japonaises cette fois-ci, sont très absurdes. Et c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'Inde. New Delhi a réussi à réaliser le premier alunissage sur le pôle sud de la Lune, intégrant ainsi le cercle très fermé des grandes puissances spatiales, quelques jours après la tentative russe. Plus de 7 millions de personnes ont suivi en direct l'alunissage de la sonde indienne. C'est donc une grande réussite pour une nation comme l'Inde, car nous ne sommes toujours pas aussi développés que les États-Unis ou la Chine. C'est donc en effet une grande réussite. Et sur le coup, je pense que c'est le strict minimum. À Hollywood, les studios font des films au même prix. Nous avons donc réalisé et on a fait en sorte qu'à moindre prix, on atterrira sur la Lune. Des dizaines de partisans de Donald Trump se sont rassemblés devant la prison d'Atlanta où l'ancien président américain devait se rendre ce jeudi, soit une semaine après avoir été inculpé en Géorgie pour des soupçons de tentative d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020 face à l'actuel président démocrate Joe Biden. L'ex-dirigeant doit verser 200 000 $ de caution au tribunal d'après des documents judiciaires rendus publics lundi dernier. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Au revoir.